Podcast vous est présenté par audible.fr. Vous aimez les podcasts? Vous allez adorer les livres audio. Téléchargez-les et écoutez-les sur votre smartphone. Avec l'offre d'essai, le premier livre audio est offert sur audible.fr/slate. La captivité peut avoir une couleur, comme celle qu'a donnée Guy Delisle à son dernier roman graphique, S'enfuir. Un bleu-gris qui ressemble à l'obscurité, restitue l'absence de lumière. Un bleu nocturne, comme on dit une nuit sans étoiles, une nuit sans fin, les nuits que par analogie on associe à la mort. Un bleu nocturne comme un bleu silencieux, par opposition au jour qui accueille la lumière et ses métaphores, la chaleur, la vie. Comme Christophe André, le héros du récit de Guy Delisle, qui a été otage du Caucase à la fin des années 90, Serge Lazarevitch a connu ce bleu-là, sans lumière. Il a connu ce bleu-là au Mali, pendant 3 ans, otage d'AQMI. Il raconte ses couleurs, son enfermement, sa captivité à Alexandre Moniol. Il raconte des années de terreur, puis la disparition de ce sentiment, la disparition de la peur. Au bleu de l'enfermement, il prête sa voix. J'ai plus rien d'un être humain, je dirais. Je serais capable de faire n'importe quoi puisque j'ai plus de sensation d'adrénaline, j'ai plus de sensation de peur. Je ressens plus la peur de la mort, quoi. Si quelqu'un me dérange, je serais capable de tuer quelqu'un, mais sans ressentir quoi que ce soit de la mort. Parfois, je me dis, je suis une espèce de robot, une espèce de machine folle. J'ai pas de larmes qui sortent de moi, je suis ému par peu de choses parce que plus rien ne me touche. J'ai un sentiment d'amour envers ma femme, envers les petits-enfants, envers ma famille, envers des gens que j'aime, mais c'est pas la même chose que ce que je ressentais avant. Le début de l'histoire avec Philippe, on a dû se connaître, je pense, dans les années 90, je me rappelle plus très bien. Et après, moi je suis parti au Brésil, enfin bon, on a vécu des choses un peu différentes tous les deux. Et je suis rentré du Brésil en 2008-2009, fin 2008-2009. Lui, il était marié avec une Brésilienne, donc ça a créé aussi beaucoup d'affinités entre nous. On se voyait beaucoup à l'époque. Tous les dimanches, on allait manger ensemble. On mangeait de la tête de veau, on mangeait des petites choses comme ça. Il aimait bien préparer à manger, et moi j'ai ramené le vin. Notre point commun, c'est le voyage. Pendant le voyage, on s'amusait. C'était des affaires, mais c'était aussi s'amuser. Et puis on rencontrait des gens, enfin bon... Puis l'Afrique, c'est toujours sympa. On était à Madagascar ensemble, on a été au Kenya ensemble, c'est du vécu ensemble, c'est des moments. Il a récupéré un dossier à la Banque mondiale qui devait financer une cimenterie en Mburi. Il m'a demandé si je voulais avec lui. Je lui ai dit pourquoi pas. Et moi, je connaissais pas le Mali, donc c'est la première fois que j'allais au Mali. Je connaissais tous les pays autour sauf le Mali. Et le partenaire sur place, c'était une boîte de construction et de génie civil malienne qui était dirigée par un certain Camara. Et cet homme-là nous a remis les papiers de l'ATT, qui était le président à l'époque, et de son gouvernement, qui nous devait protection sur tout le territoire. Et j'en parle depuis toujours. Aujourd'hui, moi, je dis que l'État malien nous doit les dédommagements de nos vies. On est arrivé là-bas vers le 17-18 novembre 2011. Et on est resté 2 jours, je pense, peut-être 3 jours à Bamako. Et on a pris un 4x4 à Bamako qu'on a loué avec un chauffeur. Et on est remonté Ségou, Mopti, Danza et Mburi. On est arrivé à 8h du soir à Mburi. On est arrivé à l'hôtel, on avait commandé un coq. Ils avaient préparé un petit coq qu'on avait mangé avec notre chauffeur. Une fois mangé, il y avait des jeunes qui étaient assis là, qui jouaient un peu de la guitare. Il y avait une ambiance sympa, et puis on a bu un thé ensemble. Philippe est allé se coucher. Moi, je suis resté, je sais pas, peut-être une demi-heure en plus, et il y a un scorpion qui est passé entre nous tous. J'ai marché dessus, j'ai coupé la queue avec un couteau, et je l'ai mis dans le feu, et le scorpion, au bout de 5-10 minutes, on commençait tous à être empoisonnés. On commençait tous à sentir, c'était l'horreur. Et ce que j'ai fait, je l'ai enlevé du feu, et il était encore vivant 5 minutes après. Et je l'ai jeté, parce qu'ils nous empoisonnaient tous. Et c'est là que j'ai appris à quoi ressemblait
la senteur du poison, du venin, parce que je ne savais pas ce que ça sent, le venin d'un scorpion. Je pense qu'il y a peu de gens qui le savent. Et après, moi aussi, je suis allé me coucher. À l'hôtel, je bloque toujours la porte, la clenche de la porte avec une chaise. C'est un rituel que j'ai depuis longtemps, et puis là, avant de dormir, je l'ai fait. Moi, je dirais à 1h30, 2h du matin, il y a 3 hommes qui ont fait irruption dans la chambre. Il y en a un qui était à la porte, il y en a un qui était au niveau de la salle de bain, il y en a un qui m'a mis une AK-47 sur le front. On m'a attaché les mains derrière le dos, et puis tout nu, on m'a sorti de l'hôtel, on m'a emmené jusqu'à l'entrée. Philippe, ils l'ont mis sur le 4x4, sur le pick-up, et moi, ils m'ont mis derrière le pick-up, perpendiculaire à la ridelle. Et c'est ça qui était dur, parce que après, quand on est parti, ça dure à peu près 2-3 heures, l'espèce de voyage, l'espèce d'horreur. Et là, je rebondissais comme une espèce de pastèque. Il y a la peur, l'angoisse qui s'installe. J'ai du mal à respirer. J'avais des draps sur moi. On est pris dans une espèce de tourbillon. Là, on découvre un monde qui n'a jamais été le nôtre. On commence à penser aux horreurs qui nous attendent. Je comptais les jours, je comptais même les dates et tout, enfin les mois. Et au bout d'un mois, j'ai dit à Philippe, moi j'arrête de compter, je m'en moque. Lui, il a continué à compter. Il faisait des petites croix comme on fait en prison chaque jour. Je trouvais que compter les jours, les mois, les dates, les je ne sais pas quoi, ça me rendait fou. Ben, c'est comme attendre un bus qui n'arrivera pas, c'est comme attendre une nouvelle qui n'arrivera jamais. Et je pense qu'en laissant filer le temps comme j'ai fait, j'ai gagné du temps. Et surtout que Philippe et moi, on n'était pas dans une maison. Les gens demandent toujours dans quelle maison on était, quelle forme on était. Non, on était jetés dans les cailloux, dans le désert, sur le sable. Enfin bon, il faut essayer de vivre en dehors de tout, en dehors des règles de la normalité d'un être humain. Il fallait vivre chaque moment, et chaque moment pouvait être le dernier aussi. Le 31 décembre 2011, on nous a installés dans un camp. On a été pris dans un véhicule. Dans un véhicule, on nous a attaché les mains dans le dos et nous a bandé les yeux. Et on a roulé à peu près une demi-heure, tout en descente. C'était un peu affolant. Comme on avait les yeux bandés, l'ouïe est beaucoup plus exacerbée. Donc, c'était pour nous faire peur, pour nous mettre dans un état second, quoi. Déjà dans un état de transe, de peur, d'horreur, quoi. Et on est arrivé sur place, on nous a jetés dans une grotte. Ça a duré 2-3 heures. Il y avait un gars qui répétait les armes devant nous. Il a tiré une balle, il a tiré 2 balles. Après, on entendait le silence. Après, il jouait avec l'arme, c'est comme s'il la nettoyait. Je ne sais pas ce qu'il faisait. Il répétait la gâchette. Enfin bon, jeu psychiatrique macabre, quoi. On est en train de mourir toutes les secondes. Donc, là, il n'y a rien à se dire. On est dans une espèce de tunnel de la mort, quoi. On pense pas, on réfléchit pas. On attend juste la balle qui va nous atteindre dans 1 seconde, dans 1 minute, dans 5 minutes, on ne sait pas. On entend des rires derrière, donc ça devait les amuser. Ça va devenir quotidien. Après, tous les jours, ils vont nous attacher. Mais là, séparément, et puis ils vont répéter les armes sur nous pendant des heures. Jusqu'à la fin, moi, j'ai eu droit à ce traitement. Début 2012, le cerveau, il fonctionne plus normalement. Le corps, je sentais des chaleurs dans le corps partout. J'avais mal aux organes, j'avais mal partout. Enfin bon, on allait aux toilettes, il y a du sang qui sortait. Mais je sentais dans ma chair que ma chair était en train de brûler. Tous les deux, on est en train de crever à petit feu, mais on ne sait pas pourquoi. Je me suis levé, j'ai pris la couverture et je l'ai mis en travers. En travers, c'est-à-dire où étaient les rochers et où je sortais. Cette couverture-là, on me l'avait donnée. J'ai vu que c'était écrit dessus Made in Japan, donc ça devait être japonais. Et j'ai vu qu'à l'intérieur, il y avait un espèce de tissu aluminium qui protégeait sûrement des échanges de chaleur pour pas avoir plus chaud, plus froid, enfin bon. Et ce petit bout d'aluminium, ce petit bout de tissu, c'est devenu une espèce de boule métallique, puisque l'aluminium, c'est aussi du métal.
C'était très lourd et ça s'est mis dans un coin. Et le reste de la couverture, ça a commencé à devenir marron, ça a commencé à brûler. C'est là que je me suis dit, on est en train de me cuire. Puis après, j'ai essayé de me suicider. Je me cognais la tête contre des rochers, je me cassais la tête. Je prenais des rochers, je les cassais sur ma tête, ça me faisait rien. Enfin bon. Je me suis fabriqué un pieu, et avec un pieu, j'ai enfoncé dans le ventre, au niveau du plexus solaire, et je l'ai enfoncé 10 centimètres. Puis ça passait plus, alors j'ai pris le bout de bois, je l'ai ressorti, je l'ai nettoyé un petit peu avec mes mains, et puis je l'ai affûté un petit peu encore, et je l'ai remis, et j'ai pris un caillou, et puis j'ai tapé dessus. Puis là, je ne sais pas ce que j'ai traversé, mais c'était très dur. Et j'arrivais pas à mourir. Je me suis dit, c'est pas possible, alors moi je dois être mort. Et j'ai pris le bout de bois, je l'ai jeté, et puis je me suis dit, mais il est impossible de mourir ici. Et ainsi de suite. Et puis après, je me rappelle pas trop, puisque après, c'était 3-4 mois où j'étais un peu en dehors de tout, quoi. Et j'existais plus. J'existais sans exister. Qui j'étais à cette époque-là, j'en sais rien. Mon cerveau, je devais avoir un cerveau, justement, je sais pas, d'un espèce d'animal, d'un espèce de... Enfin, il n'y avait plus rien dans le cerveau. Parce que la vache cérébrale, c'est détruire les neurones. Et bah, ils m'ont fait avaler des pilules. Les pilules, c'est chimique. Je te détruis le cerveau sciemment. Début avril, ils voulaient torturer Philippe. Moi, j'ai dit non, de laisser Philippe tranquille parce que Philippe était pas bien. Et moi, j'ai pris sa place dans les tortures. Et après, ils sont partis. Il y a un autre groupe qui s'est installé. L'autre groupe, ils étaient un peu plus sympas. Ils venaient discuter avec nous. Ils venaient discuter, échanger 2-3 mots, nous demander si ça allait. Je ne sais pas sous quelle forme eux, ils nous empoisonnaient, mais de toute façon, les empoisonnements ont continué parce que ils n'ont pas arrêté de nous empoisonner. Moi, j'ai pensé que eux, ils étaient meilleurs que les autres, ils étaient pires que les autres, mais sous une autre forme. Et après, les groupes n'ont pas arrêté de se succéder. Et Philippe ne sortait toujours pas de sa léthargie. Et moi, à cette époque-là, j'ai commencé un peu à reprendre conscience. Et puis, je me suis dit, je vais commencer à m'entraîner physiquement. Si physiquement, je suis bien, je tiendrai mieux le coup. Donc, j'ai commencé à faire des pompes, des abdominaux. Je faisais 4-5 heures de sport par jour. Je ramassais des bouts de bois. J'avais fait un avion qui devait faire, je sais pas, 50 centimètres sur 1 mètre. Il y avait les roues rondes. J'avais réussi à faire les supports, une cabine. J'avais fait tout. C'était vraiment une maquette comme si c'était fait en usine, quoi. C'était vraiment un beau travail que j'avais fait. Saint-Exupéry, c'était une référence au Petit Prince. Bon, mes geôliers, après, quand ils ont vu que j'ai fait ils sont venus, ils l'ont cassé. Parce que, moi, j'ai dit à un geôlier, bah, donne-leur dans le village à un enfant qui... Ça l'amusera. Non, ça l'a pas amusé, il l'a cassé. Philippe m'avait demandé de lui faire des croix. Bon, je me suis encore fait taper dessus parce que j'ai fait des croix chrétiennes, c'était interdit. Enfin bon, c'est moi qui faisais qui couvrait les espèces de petites cahutes qu'on faisait. C'est moi qui faisais tout. Ils avaient une hache, j'avais fabriqué un manche. J'étais devenu un peu un esclave. J'aimais pas ça au début. En même temps, j'ai découvert avec le temps que leur servir d'esclave, c'était bien parce que j'allais sur les points d'eau, je pouvais me mouiller, je pouvais boire plus d'eau. Je me lavais même parfois quand ils me regardaient pas. Je plongeais dans l'eau et... Enfin bon, je faisais des choses comme ça pour me rafraîchir. Déjà, ça me faisait du bien. Ça me permettait aussi de me balader, ça me permettait aussi de m'échapper un petit peu de ma condition, l'horreur dans laquelle j'étais, quoi. Quelque part, j'aimais bien parce que ça passait le temps et puis j'étais fatigué le soir, je dormais mieux. Et la nuit, je dormais enchaîné. J'avais des chaînes aux pieds, j'avais des menottes derrière, les mains menottées derrière le dos. Mais avec le temps, les menottes, j'ai réussi à trouver comment les ouvrir. Donc, la nuit, je dormais enchaîné, je gardais les chaînes puisque c'était des cadenas. Et les menottes, je les enlevais. Le matin, je les remettais avant qu'ils viennent me... Donc, j'arrivais à dormir un petit peu dans la nuit, quoi. Philippe, lui, était grabataire. Il était tous les jours couché. Lui, il bougeait pas. J'ai essayé de lui faire un peu de sport. Il en a fait 2-3 fois avec moi. Il pouvait pas. Il voulait pas. Il avait du mal. Il souffrait. Enfin bon. Il était tout le temps couché, 24/24. Ça faisait quoi, 15 mois qu'on était otage. 15 mois, il y a eu une opération avec plein d'hélicoptères, une opération Serval après.
des hélicoptères qui sont arrivés au-dessus de nous. Il y avait toutes sortes d'hélicoptères américains, français, enfin bon. Et vers 4-5 heures du soir, on s'est mis à marcher. On a marché toute la nuit, à peu près 40 kilomètres on a fait. Dans ces 40 kilomètres, à peu près la moitié, on s'est reposé. J'ai revu Philippe rapidement en 5 minutes. Je lui ai demandé si ça allait. Il était couché par terre, il s'est reposé un petit peu. On s'est reposé 5 minutes et puis on est reparti. Après, je l'ai revu le lendemain matin quand on est arrivé à un endroit où j'avais été mis sous des espèces d'arbustes à côté des gens d'Areva, que je ne savais pas que c'était les gens d'Areva. Il y avait Thierry Doll et Larib. Et voilà, on a réussi à parler 5 minutes. Ils m'ont passé une crème parce que j'avais un mal au genou. Parce que pendant la nuit, ils m'ont fait transporter leurs munitions. J'avais 50 kilos de munitions sur le dos. Et de là, il y a une Jeep qui est venue, un 4x4, un pick-up. Il y a une dizaine d'hommes qui étaient là-dessus. Il y a un deuxième pick-up qui est arrivé aussi. Et là, ils m'ont embarqué. Ils ont embarqué Philippe sur un pick-up et moi sur l'autre. On est partis vers la même direction. Et à un moment, on s'est séparés. Moi, ils m'ont fait descendre du pick-up sous un arbre. Et sous un arbre, j'ai vu Philippe. Il est entré sous des rochers avec des hommes. C'est la dernière fois que j'ai vu Philippe. Après, on a repris le 4x4 et je suis reparti tout seul. Et après à peu près 18 mois, je suis resté tout seul avec toujours une quinzaine d'hommes qui me gardaient. Puis là, je souffre d'ostracisme, puisque pendant 18 mois, il n'y a plus personne qui parle avec moi. Il est interdit de me parler. La peur, elle est toujours là et elle nous tient tous les jours. Et ça devient une espèce de seconde nature. Plus le temps passait, plus je m'entraînais. Je m'entraînais quand même 4-5 heures par jour, plus j'allais chercher l'eau, plus j'allais chercher le bois. Enfin bon, je sais pas, je m'entraînais 7-8 heures par jour et j'allais pas mieux. J'allais de pire en pire. Parfois, il y a des jours, j'étais en train de crever. Et c'est là que je me suis dit, il y a quelque chose qui va pas. Et j'avais une blessure sur moi. Et la blessure, ce que j'ai fait, la première chose que j'ai faite, je l'ai goûté. J'ai goûté mon sang et mon sang sentait le métal pur. Métal en fusion. Et après, sur cette blessure, je me suis rappelé que les moustiques, il y a des moustiques qui venaient le soir, qui me piquaient, ou le matin, ou dans la journée. Et même des mouches, parfois j'avais des blessures, les mouches venaient sur la tête, et elles tombaient mortes devant moi. C'est-à-dire, elles me piquaient, ils mouraient. Donc c'est là que je me suis dit, mon sang est empoisonné. Et c'était au métaux lourd. Mais moi, je ne voulais pas mourir. 2 ans d'otage, et là, il y a un scorpion qui est venu le soir. On était dans un espèce d'endroit, il venait de pleuvoir, il y avait des oueds, il y avait de l'eau partout. Moi, j'étais couché, et le scorpion est rentré sous un t-shirt. Il est passé tout devant, là, et puis il est allé derrière, jusqu'à mon cœur, et il m'a piqué. Et je l'ai laissé faire. Quand il a fini de me piquer, je l'ai tué, et mes geôliers sont venus, et je leur ai dit, tiens, un scorpion, je vous le donne. Et les geôliers qui ont vu ça, ils sont venus, ils ont fait la prière autour de moi, parce qu'ils croyaient que j'allais mourir. Moi, je me suis couché, puis le lendemain matin, je me suis réveillé. Je n'avais rien. Enfin, les gars, quand ils m'ont vu, ils ont commencé à courir, parce ils m'appelaient le zombie, ils m'appelaient le revenant, quoi, parce que c'est impossible, pourquoi j'étais mort. C'était un petit scorpion jaune, le petit scorpion jaune, ils sont mortels, au bout de 20 minutes, on meurt, quoi. Et la mort ne veut pas de moi, non. Déjà, je trouvais bizarre tous les animaux autour de moi, les vipères qui dormaient avec moi, sur mon épaule, enfin bon, je me réveillais avec une aspic sur le torse, tous les scorpions autour de moi, enfin bon, il y avait pas mal d'animaux, et il n'y en a pas un qui me touchait, et mes geôliers avaient peur des animaux, puisque ça n'existe pas. Là, les Touaregs, ils disent, quand on voit une vipère, on est mort, puisqu'elle va vous piquer pour se défendre. Je devais être dans l'après-midi. Dans l'après-midi, je me suis élevé dans le ciel et je me suis retrouvé à la gauche de Dieu. Et à droite de Dieu, il y avait le prophète de l'islam, Mohammed. Et Dieu lui demandait pourquoi l'islam me faisait ça. Pourquoi l'islam me torturait, pourquoi l'islam m'empoisonnait. Après, je ne sais pas. Un jour, peut-être, j'aurai la réponse quand je serai parti d'ici. Après, je le vois, il avait une tunique comme moi. Il avait une espèce de tunique grise.
la tête tournée. Et après, j'ai vu son visage dans les nuages. Parce qu'à un moment, il a remis les nuages en place. Après, il y avait une grosse tempête. Et là, j'ai vu son visage, il avait une petite barbe. Enfin, voilà, quoi. C'était la première scène où j'ai vu Dieu. Et après, Dieu était à mes côtés tout le temps. On a marché tous les deux ensemble. Dieu m'est apparu encore une fois. Il m'a dit, quand tu reviendras parmi les vivants, puisque j'étais parmi les morts, quand tu reviendras parmi les vivants, parmi les hommes, il m'a dit, ne t'inquiète pas, je te ferai toujours un chemin et que je vivrai 30 ans. Encore. Au bout de 3 ans et il y a 1 mois à peu près, je monte dans un 4x4 avec 2 hommes, ils m'emmènent. Et pendant 3 jours, on va tourner, on va rencontrer d'autres gens, d'autres 4x4, d'autres véhicules. Ils vont tuer un mouton, ils vont me donner un petit bout de viande que j'ai mangé, que j'ai dégueulé parce que moi, j'ai plus l'habitude de manger de la viande. Et au bout du 3e soir, on a dormi et vers 3h du matin, on s'est réveillé. Et ils m'ont dit, on t'emmène, tu vas être libéré. Et ils m'ont emmené jusqu'à un endroit. Et arrivé à cet endroit, il y avait 2 4x4 qui nous attendaient, 2 pick-up, avec une moto. Je suis monté dans un des pick-up, je suis descendu de l'autre. Et ils ont mis mes affaires, enfin le peu d'affaires que j'avais. Et le chauffeur m'a dit, tu es libre maintenant, on va jusqu'à Kidal, je vais te donner l'armée française. Il commence à me parler de ma fille, de la famille, de lettres. Je dis oui, moi je disais oui à tout, parce que pour moi c'était encore une drôle d'histoire, je ne sais pas trop ce qu'il me faisait encore comme coup. Parce que moi j'avais l'habitude tellement des mensonges qu'il me racontait, donc je me suis dit c'est un mensonge en plus. Mais pourquoi ils avaient besoin de faire un scénario de cette taille, j'en sais rien. Puis là, j'ai commencé à y croire quand j'ai vu l'armée française, on est arrivé à Kidal. Le chauffeur avec le pick-up est parti, les 2 pick-up sont partis. On est arrivé dans le campement des militaires français et je me suis lavé un petit peu. J'ai pris les affaires d'un des militaires qui était un peu plus grand et j'ai mis son pantalon, j'ai mis sa veste et il y en a un, j'ai même piqué son petit béret. J'ai pris des lunettes de soleil aussi. Alors, ils m'ont laissé aussi un rasoir. Ça faisait du bien, quoi. Au revoir un savon, au revoir. Me laver les dents avec un dentifrice. Enfin bon, c'était retrouver un peu la civilisation, quoi. Après 4 ans d'horreur, quoi. Et j'ai pas réalisé tout de suite. Je pense que j'étais pris dans une espèce de tourbillon de folie, quoi. Là, c'était vraiment... Mais j'étais ni heureux, ni pas heureux. Et puis c'était compliqué parce que c'est de revoir des hommes, de parler. Moi, j'avais pas parlé presque pendant 2 ans, alors. J'avais des problèmes de cordes vocales, j'avais mal de parler, Et puis là, il y en a un qui est venu, la DGSE qui m'a débriefé. Il y a un médecin qui est venu, qui m'a un peu examiné. Bon. Dès que je suis rentré dans la caserne, j'ai demandé qu'est-ce qui était Philippe. Et ils m'ont dit Philippe était mort il y a longtemps déjà. Ils ne connaissaient pas trop les circonstances. Jusqu'à aujourd'hui, on ne connaît pas trop les circonstances de la mort de Philippe, mais Philippe était mort, quoi. Ça m'a fait, quelque part, ni chaud ni froid. J'étais ni heureux ni malheureux, mais ça aussi, je pense que j'ai mis quelques heures à réaliser que Philippe était mort, quoi. Après, je commençais à réaliser, je commençais à être triste, mais il faut du temps pour, je veux dire, revenir un petit peu dans la réalité, quoi. Ils me disent qu'il faut qu'on aille jusqu'à Niamey, rencontrer le président du Niger, qui aurait aidé à ma libération. Donc vers 16h, on prend un transal, on va jusqu'à Niamey, et là, je suis débarqué de l'avion, je rencontre les gens du Quai d'Orsay, l'ambassadeur m'attend, on m'emmène voir le président et la cour présidentielle à Niamey pour remercier tout le monde. Je remercie tout le monde, et là, quand on rentre à l'hôtel, ma fille était là qui m'attendait, elle était venue avec l'avion présidentiel. Quand je vois ma fille, j'ai du mal à ressentir quelque chose, c'est pareil. Je suis content, mais en même temps, je sais pas. J'étais encore dans mon petit monde, quoi. Après, en fin de compte, on m'avait dit que je devais dormir là, j'ai pas dormi là. On est monté dans l'avion, on est parti, et le lendemain matin, on était à Villacoublay. Pour moi, c'est une espèce d'expérience folle, quoi.
j'étais pas prêt à tout ça. D'un coup se retrouver sous les projecteurs, plein de gens, le bruit, enfin bon, tout ce qui était en fin de compte l'horreur pour moi, je le retrouve là et puis moi je sais pas ce que je fais là, parce que c'est comme si on me projetait devant un mur et je m'écrasais dans le mur, quoi. C'était trop de choses d'un coup, quoi. C'était trop de lumière, trop de clinquant, mais bon, il fallait en passer par là. C'était un épisode d'Alexandre Moniol sur une musique de Pauline Thompson, mixage de Jean-Baptiste Aubonnet. Et si vous vous intéressez au récit de captivité, je vous conseille le roman graphique de Guy Delisle, S'enfuir, publié chez Dargaud. Et puis je vous conseille aussi de vous abonner à notre page Facebook, Slate France Podcast, de venir nous écouter, nous télécharger, nous partager sur les réseaux sociaux et de parler de nous tout autour de vous. Et d'ailleurs, j'en profite pour vous dire qu'iTunes a nommé Transfert meilleur podcast d'histoire vraie et nous a classé dans son top 10 des meilleurs podcasts de 2016, toutes catégories confondues. L'autre bonne nouvelle, c'est que pour Noël, vous aurez le droit à un épisode bonus, donc venez nous voir le 25 décembre. Bonne fête à tous, Noël, Hanouka, à très vite. Ce podcast vous a été présenté par Audible.fr. Vous aimez les podcasts ? Vous allez adorer les livres audio. Téléchargez-les et écoutez-les sur votre smartphone. Avec l'offre d'essai, le premier livre audio est offert sur audible.fr/slate. Pas trop ce qui me faisait encore comme coup. Parce que moi, j'avais l'habitude tellement des mensonges qu'ils me racontaient, donc je me suis dit, c'est un mensonge en plus. Mais pourquoi ils avaient besoin de faire un scénario de cette taille, j'en sais rien. Puis là, j'ai commencé à y croire quand j'ai vu la rue française, on est arrivé à Kidal, le chauffeur avec le pick-up est parti, les 2 pick-up sont partis. On est arrivé dans le campement des militaires français et je me suis lavé un petit peu, j'ai pris les affaires d'un des militaires qui était un peu plus grand et j'ai mis son pantalon, j'ai mis sa veste et il y en a un, j'ai même piqué son petit béret. J'ai pris des lunettes de soleil aussi. Alors, ils m'ont laissé aussi un rasoir, ça faisait du bien, quoi. Au revoir un savon, me laver les dents avec un dentifrice. Enfin bon, c'était retrouver un peu la civilisation, quoi. Après 4 ans d'horreur, quoi. Et j'ai pas réalisé tout de suite. Je pense que j'étais pris dans une espèce de tourbillon de folie, quoi. Là, c'était vraiment... Mais j'étais ni heureux, ni pas heureux. Et puis c'était compliqué parce que c'est de revoir des hommes, de parler. Moi, j'avais pas parlé presque pendant 2 ans, alors. J'avais des problèmes de cordes vocales, j'avais mal de parler, Et puis là, il y en a un qui est venu, la DGSE qui m'a débriefé. Il y a un médecin qui est venu, qui m'a un peu examiné. Bon. Dès que je suis rentré dans la caserne, j'ai demandé qu'est-ce qu'était Philippe. Et ils m'ont dit Philippe était mort il y a longtemps déjà. Ils ne connaissaient pas trop les circonstances. Jusqu'à aujourd'hui, on ne connaît pas trop les circonstances de la mort de Philippe, mais Philippe était mort, quoi. Ça m'a fait, quelque part, ni chaud ni froid. J'étais ni heureux ni malheureux, mais ça aussi, je pense que j'ai mis quelques heures à réaliser que Philippe était mort, quoi. Après, je commençais à réaliser, je commençais à être triste, mais il faut du temps pour, je veux dire, revenir un petit peu dans la réalité, quoi. Ils me disent qu'il faut qu'on aille jusqu'à Niamey, rencontrer le président du Niger, qui aurait aidé à ma libération. Donc, vers 16h, on prend un Transal, on va jusqu'à Niamey, et là, je suis débarqué de l'avion, je rencontre les gens du Quai d'Orsay, l'ambassadeur m'attend, on m'emmène voir le président et la cour présidentielle à Niamey pour remercier tout le monde. Je remercie tout le monde, et là, quand on rentre à l'hôtel, ma fille était là qui m'attendait, elle était venue avec l'avion présidentiel. Quand je vois ma fille, j'ai du mal à ressentir quelque chose, c'est pareil. Je suis content, mais en même temps, je sais pas. J'étais encore dans mon petit monde, quoi. Après, en fin de compte, on m'avait dit que je devais dormir là, j'ai pas dormi là. On est monté dans l'avion, on est parti, et le lendemain matin, on était à Villacoublay. Pour moi, c'est l'espèce d'expérience que j'ai faite, je l'ai goûté. J'ai goûté mon sang, et mon sang sentait le métal pur, métal en fusion.
Et après, sur cette blessure, je me suis rappelé que les moustiques, il y a des moustiques qui venaient le soir, qui me piquaient, ou le matin, ou dans la journée. Et même des mouches, parfois j'avais des blessures, les mouches venaient sur la et elles tombaient mortes devant moi. C'est-à-dire, elles me piquaient, ils mouraient. Donc c'est là que je me suis dit, mon sang est empoisonné. Et c'était au métaux lourd. Mais moi, je ne voulais pas mourir, quoi. Deux ans d'otage, et là, il y a un scorpion qui est venu le soir. On était dans un espèce d'endroit, il venait de pleuvoir, il y avait des oueds, il y avait de l'eau partout. Moi, j'étais couché, et le scorpion est rentré sous un t-shirt. Il est passé tout devant, là, et puis il est allé derrière, jusqu'à mon cœur, et il m'a piqué. Et je l'ai laissé faire. Quand il a fini de me piquer, je l'ai tué, et mes geôliers sont venus, et je leur ai dit, tiens, un scorpion, je vous le donne. Et les geôliers qui ont vu ça, ils sont venus, ils ont fait la prière autour de moi, parce qu'ils croyaient que j'allais mourir. Moi, je me suis couché, puis le lendemain matin, je me suis réveillé, je n'avais rien. Enfin, les gars, quand ils m'ont vu, ils ont commencé à courir, parce ils m'appelaient le zombie, ils m'appelaient le revenant, quoi, parce que c'est impossible, pourquoi j'étais mort. C'était un petit scorpion jaune, le petit scorpion jaune, ils sont mortels, au bout de 20 minutes, on meurt, quoi. Et la mort ne veut pas de moi, non, non. Déjà, je trouvais bizarre tous les animaux autour de moi, les vipères qui dormaient avec moi, sur mon épaule, enfin bon, je me réveillais avec une aspic sur le torse, tous les scorpions autour de moi, enfin bon, il y avait pas mal d'animaux, et il n'y en a pas un qui me touchait, et mes geôliers avaient peur des animaux, puisque ça n'existe pas. Là, les Touaregs, ils disent, quand on voit une vipère, on est mort, puisqu'elle va vous piquer pour se défendre. Je devais être dans l'après-midi. Dans l'après-midi, je sais pas, je me suis élevé dans le ciel et je me suis retrouvé à la gauche de Dieu. Et à droite de Dieu, il y avait le prophète de l'islam, Mohammed. Et Dieu lui demandait pourquoi l'islam me faisait ça. Pourquoi l'islam me torturait, pourquoi l'islam m'empoisonnait. Après, je ne sais pas. Un jour, peut-être, j'aurai la réponse quand je serai parti d'ici. Après, je le vois, il avait une tunique comme moi. Il avait une espèce de tunique grise, la tête tournée. Et après, j'ai vu son visage dans les nuages. Parce qu'à un moment, il a remis les nuages en place. Après, il y avait une grosse tempête. Et là, j'ai vu son visage, il avait une petite barbe. Enfin, voilà, quoi. C'était la première scène où j'ai vu Dieu. Et après, Dieu était à mes côtés tout le temps. On a marché tous les deux ensemble. Puis les affaires d'un des militaires qui était un peu plus grand. Et j'ai mis son pantalon, j'ai mis sa veste. Et il y en a un, j'ai même piqué son petit béret. J'ai pris des lunettes de soleil aussi. Alors, ils m'ont laissé aussi un rasoir. Ça faisait du bien, quoi. Au revoir un savon, au revoir. Me laver les dents avec un dentifrice. Enfin bon, c'était retrouver un peu la civilisation, quoi. Après 4 ans d'horreur, quoi. Et j'ai pas réalisé tout de suite. Je pense que j'étais pris dans une espèce de tourbillon de folie, quoi. Là, c'était vraiment... Mais j'étais ni heureux, ni pas heureux. Et puis c'était compliqué parce que c'est de revoir des hommes, de parler. Moi, j'avais pas parlé presque pendant 2 ans, alors. J'avais des problèmes de cordes vocales, j'avais mal de parler, Et puis là, il y en a un qui est venu, la DGSE qui m'a débriefé. Il y a un médecin qui est venu, qui m'a un peu examiné. Bon. Dès que je suis rentré dans la caserne, j'ai demandé qu'est-ce qui était Philippe. Et ils m'ont dit Philippe était mort il y a longtemps déjà. Ils ne connaissaient pas trop les circonstances. Jusqu'à aujourd'hui, on ne connaît pas trop les circonstances de la mort de Philippe, mais Philippe était mort, quoi. Ça m'a fait, quelque part, ni chaud ni froid. J'étais ni heureux ni malheureux, mais ça aussi, je pense que j'ai mis quelques heures à réaliser que Philippe était mort, quoi. Après, je commençais à réaliser, je commençais à être triste, mais il faut du temps pour, je veux dire, revenir un petit peu dans la réalité, quoi. Ils me disent qu'il faut qu'on aille jusqu'à Niamey, rencontrer le président du Niger, qui aurait aidé à ma libération. Donc, vers 16h, on prend un transal, on va jusqu'à Niamey, et là, je suis débarqué de l'avion, je rencontre les gens du Quai d'Orsay, l'ambassadeur m'attend, on m'emmène voir le président et la cour présidentielle à Niamey pour remercier
tout le monde, je remerciais tout le monde. Et là, quand on rentre à l'hôtel, ma fille était là qui m'attendait. Elle était venue avec l'avion présidentiel. Quand je vois ma fille, j'ai du mal à ressentir quelque chose, c'est pareil. Je suis content, mais en même temps, je sais pas. J'étais encore dans mon petit monde, quoi. Après, en fin de compte, on m'avait dit que je devais dormir là, j'ai pas dormi là. On est monté dans l'avion, on est parti, et le lendemain matin, on était à Villacoublay. Pour moi, c'est une espèce d'expérience folle, quoi. J'étais pas prêt à tout ça. D'un coup, se retrouver sous les projecteurs, plein de gens, le bruit, enfin bon, tout ce qui était en fin de compte l'horreur pour moi, je le retrouve là et puis moi je sais pas ce que je fais là, parce que c'est comme si on me projetait devant un mur et je m'écrasais dans le mur, quoi. C'était trop de choses d'un coup, quoi. Il voulait torturer Philippe, moi j'ai dit non, de laisser Philippe tranquille parce que Philippe était pas bien, et moi j'ai pris sa place dans les tortures, et après ils sont partis. Il y a un autre groupe qui s'est installé. L'autre groupe, ils étaient un peu plus sympas. Ils venaient discuter avec nous. Ils venaient discuter, échanger de trois mots, nous demander si ça allait. Je ne sais pas sous quelle forme eux, ils nous empoisonnaient, mais de toute façon, les empoisonnements ont continué parce que ils n'ont pas arrêté de nous empoisonner. Moi, j'ai pensé que eux, ils étaient meilleurs que les autres, ils étaient pires que les autres, mais sous une autre forme. Et après, les groupes n'ont pas arrêté de se succéder. Et Philippe ne sortait toujours pas de sa léthargie. Et moi, à cette époque-là, j'ai commencé un peu à reprendre conscience. Et puis, je me suis dit, je vais commencer à m'entraîner physiquement. Si physiquement, je suis bien, je tiendrai mieux le coup. Donc, j'ai commencé à faire des pompes, des abdominaux. Je faisais 4-5 heures de sport par jour. Je ramassais des bouts de bois. J'avais fait un avion qui devait faire, je sais pas, 50 cm sur 1 mètre. Il y avait les roues rondes. J'avais réussi à faire les supports. Une cabine, j'avais fait tout. C'était vraiment une maquette comme si c'était fait en usine, quoi. C'était vraiment un beau travail que j'avais fait. Saint-Exupéry, c'était une référence au Petit Prince. Bon, mes geôliers, après, quand ils ont vu que ils sont venus, ils l'ont cassé. Parce que, moi, j'ai dit à un geôlier, donne-leur dans le village à un enfant qui... Ça l'amusera, non, ça l'a pas amusé, il l'a cassé. Philippe m'avait demandé de lui faire des croix. Bon, je me suis encore fait taper dessus parce que j'ai fait des croix chrétiennes, c'était interdit. Enfin bon, c'est moi qui faisais qui couvrais les espèces de petites cahutes qu'on faisait. C'est moi qui faisais tout. Ils avaient une hache, j'avais fabriqué un manche. J'étais devenu un peu un esclave. J'aimais pas ça au début. En même temps, j'ai découvert avec le temps que leur servir d'esclave, c'était bien parce que j'allais sur les points d'eau, je pouvais me mouiller, je pouvais boire plus d'eau. Je me lavais même parfois quand ils me regardaient pas. Je plongeais dans l'eau et... Enfin bon, je faisais des choses comme ça pour me rafraîchir. Déjà, ça me faisait du bien. Ça me permettait aussi de me balader, ça me permettait aussi de m'échapper un petit peu de ma condition, l'horreur dans laquelle j'étais, quoi. Quelque part, j'aimais bien parce que ça passait le temps et puis j'étais fatigué le soir, je dormais mieux. Et la nuit, je dormais enchaîné. J'avais des chaînes aux pieds, j'avais des menottes derrière... les mains menottées derrière le dos. Mais avec le temps, les menottes, j'ai réussi à trouver comment les ouvrir. Donc, la nuit, je dormais enchaîné. Je gardais les chaînes puisque c'était des cadenas. Et les menottes, je les enlevais. Le matin, je les remettais avant qu'ils viennent me... Donc, j'arrivais à dormir un petit peu dans la nuit, quoi. Philippe, lui, était grabataire. Il était tous les jours couché. Lui, il bougeait pas. J'ai essayé de lui faire un peu de sport. Il en a fait 2-3 fois avec moi. Il pouvait pas. Il voulait pas. Il avait du mal. Il souffrait. Enfin bon. Il était tout le temps couché, 24/24. J'avais fait tout. C'était vraiment une maquette comme si c'était fait en usine, quoi. C'était vraiment un beau travail que j'avais fait. Saint-Exupéry, c'était une référence au Petit Prince. Bon, mes geôliers, après, quand ils ont vu que ils sont venus, ils l'ont cassé. Parce que, moi, j'ai dit à un geôlier, donne-leur dans le village à un enfant qui... Ça l'amusera, non, ça l'a pas amusé, il l'a cassé. Philippe m'avait demandé de lui faire des croix. Bon, je me suis encore fait taper dessus parce que j'ai fait des croix chrétiennes, c'était interdit. Enfin bon, c'est moi qui faisais qui couvrais les espèces de petites cahutes qu'on faisait. C'est moi qui faisais tout. Ils avaient une hache, j'avais fabriqué un manche. J'étais devenu un peu un esclave. J'aimais pas ça au début. En même temps, j'ai découvert avec le temps que leur servir d'esclave, c'était bien parce que j'allais sur les points d'eau, je pouvais me mouiller, je pouvais boire plus d'eau. Je me lavais même parfois quand ils me regardaient pas. Je plongeais dans l'eau et...
Enfin bon, je faisais des choses comme ça pour me rafraîchir. Déjà, ça me faisait du bien. Ça me permettait aussi de me balader, ça me permettait aussi de m'échapper un petit peu de ma condition, l'horreur dans laquelle j'étais, quoi. Quelque part, j'aimais bien parce que ça passait le temps, et puis j'étais fatigué le soir, je dormais mieux. Et la nuit, je dormais enchaîné. J'avais des chaînes aux pieds, j'avais des menottes derrière, les mains menottées derrière le dos. Mais avec le temps, les menottes, j'ai réussi à trouver comment les ouvrir. Donc, la nuit, je dormais enchaîné, je gardais les chaînes puisque c'était des cadenas. Et les menottes, je les enlevais. Le matin, je les remettais avant qu'ils viennent me... Donc, j'arrivais à dormir un petit peu dans la nuit, quoi. Philippe, lui, était grabataire. Il était tous les jours couché. Lui, il bougeait pas. J'ai essayé de lui faire un peu de sport. Il en a fait 2-3 fois avec moi. Il pouvait pas. Il voulait pas. Il avait du mal. Il souffrait. Enfin bon. Il était tout le temps couché, 24/24. Ça faisait quoi, 15 mois qu'on était otage. 15 mois, il y a eu une opération avec plein d'hélicoptères, une opération Serval après. Des hélicoptères qui sont arrivés au-dessus de nous. Il y avait toutes sortes d'hélicoptères américains, français, enfin bon. Et vers 4-5 heures du soir, on s'est mis à marcher. On a marché toute la nuit, à peu près 40 kilomètres on a fait. Dans ces 40 kilomètres, à peu près la moitié, on s'est reposé. J'ai revu Philippe rapidement en 5 minutes. Je lui ai demandé si ça allait. Il était couché par terre, il s'est reposé un petit peu. On s'est reposé 5 minutes et puis on est reparti. Après, je l'ai revu le lendemain matin quand on est arrivé à un endroit où j'avais été mis sous des espèces d'arbustes à côté des gens d'Areva, que je ne savais pas que c'était les gens d'Areva. Il y avait Thierry Doll et Larib. Et voilà, on a réussi à parler 5 minutes. Ils m'ont passé une crème parce que j'avais un mal au genou. Parce que pendant la nuit, ils m'ont fait transporter leurs munitions. J'avais 50 kilos de munitions sur le dos. Et de là, on est en train de mourir toutes les secondes. Donc là, il n'y a rien à se dire. On est dans une espèce de tunnel de la mort, quoi. On pense pas, on réfléchit pas. On attend juste la balle qui va nous atteindre dans 1 seconde, dans 1 minute, dans 5 minutes, on ne sait pas. On entendait rire derrière, donc ça devait les amuser. Ça va devenir quotidien. Après, tous les jours, ils vont nous attacher. Mais là, séparément, et puis ils vont répéter les armes sur nous pendant des heures. Jusqu'à la fin, moi, j'ai eu droit à ce traitement. Début 2012, le cerveau, il fonctionne plus normalement. Le corps, je sentais des chaleurs dans le corps partout. J'avais mal aux organes, j'avais mal partout. Enfin bon, on allait aux toilettes, il y a du sang qui sortait. Mais je sentais dans ma chair que ma chair était en train de brûler. Tous les deux, on est en train de crever à petit feu, mais on ne sait pas pourquoi. Je me suis levé, j'ai pris la couverture et je l'ai mis en travers. En travers, c'est-à-dire où étaient les rochers et où je sortais. Cette couverture-là, on me l'avait donnée. J'ai vu que c'était écrit dessus Made in Japan, donc ça devait être japonais. Et j'ai vu qu'à l'intérieur, il y avait un espèce de tissu aluminium qui protégeait sûrement des échanges de chaleur pour pas avoir plus chaud, plus froid, enfin bon. Et ce petit bout d'aluminium, ce petit bout de tissu, c'est devenu une espèce de boule métallique, puisque l'aluminium, c'est aussi du métal. C'était très lourd et ça s'est mis dans un coin. Et le reste de la couverture, ça a commencé à devenir marron, ça a commencé à brûler. C'est là que je me suis dit, on est en train de me cuire. Puis après, j'ai essayé de me suicider. Je me cognais la tête contre des rochers, je me cassais la tête. Je prenais des rochers, je les cassais sur ma tête, ça me faisait rien. Enfin bon. Je me suis fabriqué un pieu, et avec un pieu, j'ai enfoncé dans le ventre, au niveau du plexus solaire, et je l'ai enfoncé 10 cm. Puis ça passait plus, alors j'ai pris le bout de bois, je l'ai ressorti, je l'ai nettoyé un petit peu avec mes mains, et puis je l'ai affûté un petit peu encore, et je l'ai remis, et j'ai pris un caillou, et puis j'ai tapé dessus. Puis là, je ne sais pas ce que j'ai traversé, mais c'était très dur. Et j'arrivais pas à mourir, je me suis dit, c'est pas possible, alors moi je dois être mort. Et j'ai pris le bout de bois, je l'ai jeté, et puis je me suis dit, mais il est impossible de mourir ici. Et ainsi de suite. Et puis après, je me rappelle pas trop, puisque après, c'était 3-4 mois où j'étais un peu en dehors de tout, quoi. Et j'existais plus. J'existais sans exister. Qui j'étais.